Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe pour vous présenter très rapidement les éconoclastes. Je voulais juste faire un petit sondage. Est-ce qu'on a des adhérents aux éconoclastes? Bien. Bravo, merci. Ben, merci à vous. Merci à vous pour votre support, parce que ça nous permet justement de mieux diffuser, de mieux rayonner les informations qu'on va vous présenter. Bonsoir à tous, nous sommes effectivement très heureux de vous voir réunis pour cette conférence où nous allons instaurer un climat sympathique. Donc tous ceux qui n'ont pas levé la main quand on a demandé qui est adhérent, évidemment on a pris les photos. Ils auront donc l'occasion de remplir les bulletins à la sortie avant de recevoir leur verre. Sinon pas de verre non plus, hein, je précise. Donc merci de vous être rendus jusqu'à l'ISEG. Entre un Paris paralysé par la visite du couple Royal Hollande, non, pas François Hollande et Royal, et Ségolène, non, le couple Royal néerlandais qui a paralysé Paris une bonne partie de la semaine. C'était magnifique, des bouchons superbes. Et donc d'être venu juste avant la prochaine manifestation contre la loi travail, la loi El Khomri, sur lequel nous dirons peut-être un mot ou deux avec Olivier Berruyer. Alors, les éconoclastes, c'est un think tank. Alors, généralement, on a l'habitude d'avoir de glorieux universitaires. Nous en avons quand même un ou deux parmi nous. Pas ce soir, mais ils ont quand même une petite pensée pour Jacques Sapir. Les éconoclastes, à l'origine, ce sont surtout et avant tout des chefs d'entreprise. Donc, qui ont un petit peu combiné leur expérience de terrain, leur expérience de la création de l'entreprise, des problématiques économiques, de croissance, de crédit, etc. Et puis il se trouve que parmi ces chefs d'entreprise, il y en a qui venaient aussi du monde de la finance ou de la gestion. Voilà, donc on ne prétend pas être des économistes académiques, on est des économistes éconoclastes, et surtout on est là pour balayer toute la langue de bois que l'on peut lire le plus souvent dans la presse économique, et des vérités d'évidence qui ne sont que des mensonges répétés 100 fois. Alors au bout de 100 fois, beaucoup les tiennent pour vrais, mais nous démontrons en permanence que la réalité que l'on nous vend n'est certainement pas celle que l'on peut constater ou que nous vivons tous, et nous ne sommes pas évidemment nous seuls éconoclastes confrontés à la question. Tout le monde se demande aujourd'hui où va le monde, et l'une des réponses qu'on cherche à apporter, c'est surtout quel monde allons-nous léguer aussi à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est prêt à léguer? Apparemment, plus de dettes, encore plus de dettes, et toujours plus d'argent Monopoly, dont Olivier Delamarche et Pierre vont évidemment vous parler abondamment dans quelques secondes. Je leur cède la parole sous vos applaudissements. Bonsoir à tous, merci d'être venus. On va vous parler avec Pierre du dessous des chiffres. C'est-à-dire que, comme vous l'a dit Philippe, on nous sert à longueur de journée des chiffres économiques qui ne sont que finalement une opération de marketing. On vous vend le bonheur. Il faut que vous y croyiez, parce que quand vous y croyez, vous restez tranquille. Et c'est le but du jeu. C'est que vous soyez le plus tranquille possible. Je dis toujours que pour tondre un mouton, il vaut mieux qu'il reste en place et qu'il ne court pas dans tous les sens. Et donc, on va vous expliquer que pour vous tondre, on a mis en place une agence quasi de publicité, dans tous les pays d'ailleurs, et qui vous donne des chiffres qui ont l'air beaux, comme ça, qui ont l'air satisfaisants. Et récemment, on s'aperçoit tout de même que les gens ont l'air de moins en moins y croire, et ça se traduit en vote contre le système, en vote pour les extrêmes. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous avez beau dire à un chômeur qu'il a du boulot, à la fin du mois, il trouve qu'il n'a pas beaucoup de boulot.
et pas beaucoup de salaire. Donc on est en train de nous enfumer, pour dire les choses clairement, et on va vous montrer que derrière les chiffres tous plus beaux les uns que les autres, il y a une réalité qui n'est pas vraiment la même. Donc Pierre va vous parler de ce qu'il a vu récemment, c'est-à-dire les résultats des sociétés américaines et des sociétés, on peut faire la même chose d'ailleurs sur l'Europe, avec un petit peu moins de traficotage. Les sociétés américaines, depuis quasiment 2008-2009, hein, ont pris l'habitude de racheter leurs actions. Vous savez que c'est quasiment, il faut bien se mettre ça dans la tête, hein, c'est quasiment le montant d'un quantitative easing. C'est-à-dire, c'est quasiment le montant de la planche à billets telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a connue encore récemment aux États-Unis, c'est-à-dire entre 1000 et 1200 milliards de dollars par an. Donc si vous voyez ces montants-là, vous apercevez que la hausse des indices boursiers américains est en très grande partie due à ces rachats d'actions. Donc ça vous met cette hausse en perspective et vous montre que ça n'est pas réellement une hausse solide et basée sur des fondamentaux. Je vous passe Pierre. Allô ? Oui, donc premier point, déjà les cours boursiers, attention. Donc les cours boursiers montent, effectivement, mais il faut se poser la question toujours du pourquoi. On est resté très enfant avec Olivier. Et en réalité, on enquiquine un peu les gens parce que finalement, on dit pourquoi. Pourquoi ce mouvement ? Voilà, quelles sont les fondations qui dessinent une hausse ou une baisse ? Premier point, lorsque les indices montent, interrogez-vous sur le pourquoi. Et le pourquoi, c'est parce que, en gros, chaque boîte, hein, parce que si vous n'êtes pas financier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une entreprise utilise son argent, le cash qu'elle a généré pendant l'année, pour racheter ses actions à elle. C'est-à-dire qu'en fait, aucune utilité en fait, entrepreneuriale, c'est uniquement un artefact, je dirais, financier, qui permet artificiellement de faire monter les cours boursiers parce que vous-même, vous êtes acheteur, vous rachetez les titres sur le marché, premièrement. Alors ça, c'est un artefact comptable. Voilà, les cours montent, alors vous êtes content, sauf que derrière, ça ne vous rendra pas vraiment plus riche en termes de capacité à acheter des biens et des services. La vraie question actuelle, celle qui va venir, celle qui risque de se matérialiser en fait, peut-être pas d'ici la fin du premier semestre, mais d'ici la fin d'année, le second semestre, c'est que les États-Unis sont probablement en train de vivre une fin de cycle. Olivier l'a dit, depuis 2008-2009, c'est le beau fixe, tout se passe bien. On a pas mal utilisé cette expression, les planètes étaient alignées. Oui, elles étaient alignées. Une entreprise, c'est très simple. C'est bien sûr un marché, des gens, vous, qui avez envie de consommer un bien ou un service. Déjà, il n'y a pas de sujet, hein, c'est-à-dire qu'avant la consommation, il y a le désir. Il faut que vous approuviez un désir. Et après, la question, c'est que c'est bien beau d'avoir envie, comme dirait Johnny, mais derrière, il faut avoir les moyens, en fait, de transformer ce désir en acte d'achat, en consommation. Et donc, c'est la question, en fait, du revenu, de la solvabilité, du désir, qui va faire qu'on va avoir un achat. Donc ça, c'est le business de l'entreprise. Bon, on a subventionné la solvabilité des ménages, votre désir, le désir des Américains, en distribuant des billets de banque, premièrement. Donc ça, c'est plutôt bien pour eux. Deuxièmement, vous savez qu'aux États-Unis, pendant un temps, on a fait quoi pour subventionner les entreprises américaines, pour leur donner un avantage que nos entreprises n'avaient pas, que les entreprises japonaises n'avaient pas. Et là, je passerai la parole et vous pourrez en parler longuement avec nos deux spécialistes, bien plus spécialistes que moi du sujet d'ailleurs. On a fait quoi ? On a fait les gaz de schiste. Vous savez, d'abord, une entreprise, pour fabriquer un bien, on consomme des matières premières. Voilà. Et bien concrètement, pendant un certain nombre d'années, les États-Unis ont fait les gaz de schiste. Ça a permis de disposer de prix qui étaient beaucoup plus faibles qu'ailleurs, hein. Entre 3 et 4 fois moins cher, je crois, qu'en Europe, c'est ça, et 5 ou 6, je crois, que les entreprises japonaises. Pendant ce temps, les entreprises américaines, elles, ont des marges supplémentaires. C'est top. Bon, il n'y a pas d'inflation salariale, bon, ça, il n'y en a pas en Europe, pas aux États-Unis, pas au Japon, bon, ça, c'est pas le sujet. Derrière, qu'est-ce que les États-Unis font en premier ? Ils ont manipulé le cours de l'argent. Les politiques monétaires, concrètement, avant d'être descendus dans la cave, imprimer des billets de banque et les distribuer à tout le monde, on fait ce que font toutes les banques centrales en période de crise, elles ont baissé leur taux à 0. On rase gratis, c'est-à-dire qu'on vous donne l'argent, et globalement, donc, l'argent généré par une entreprise était plus consommé pour le coût du capital, puisque le coût du capital, 0, ou pas loin de 0. Donc ça, c'est top, c'est génial, c'est merveilleux, et ça permet de faire quoi aux boîtes, et notamment aux boîtes américaines ? N'importe quoi. Mais non, c'est pas ça la conclusion. Des profits.
Et donc aujourd'hui, on est face à une situation qui, depuis l'après-guerre, donc depuis longtemps, hein, là on n'est pas dans le commentaire, on est dans essayer de prendre de la hauteur historique pour voir ce qui s'est passé dans le passé, on n'a jamais atteint des taux de marge, les taux de marge des entreprises américaines n'ont jamais atteint les niveaux actuels dans l'histoire économique, aussi loin qu'on puisse remonter. Alors c'est bien, c'est top, sauf que ça c'est le passé. Maintenant, comme je l'ai évoqué jusque-là, concrètement, qu'est-ce qui reste dans le pipe pour continuer à maintenir en fait cette situation extrêmement profitable? Le coût du capital, on ne pourra pas faire beaucoup plus. Hein. Les taux sont à zéro. Alors on a fait semblant, et tout le monde y a cru. Hein. En tout cas, tout le monde a fait semblant d'y croire. On va remonter les taux directeurs aux États-Unis pendant combien de temps? Je me souviens, je pense que fin d'année 2014, ils commençaient déjà à nous servir la soupe. Donc sur l'économie américaine va tellement bien que la politique monétaire ne peut, les taux d'intérêt aux États-Unis ne peuvent qu'augmenter. Alors on nous a servi ça au mois de janvier. Alors ça s'est pas fait. On nous dit du coup ça sera le mois de mars, le mois de juin, le mois de septembre. Alors on a eu 0,25%. Ça change la face du monde. Les taux directeurs américains ont augmenté de 0,25% au mois de décembre et depuis, nada. Voilà, nada, et ça risque en fait de rester relativement plat pendant longtemps. Donc, mais concrètement, on ne peut plus rien gagner de ce point de vue-là. Les matières premières, elles sont au tapis. Donc, alors, elles peuvent peut-être descendre un peu, mais globalement, on ne gagnera pas beaucoup non plus. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il se passe qu'il va falloir se regarder dans le blanc des yeux. Il va falloir évaluer la consommation et les capacités des ménages américains à continuer à consommer à des niveaux qui sont historiquement élevés. Et c'est là la vraie question. La solvabilité de la demande finale est en jeu actuellement. Et ce qu'on commence à voir, c'est que ça devient difficile pour les boîtes. Un exemple, 2015, c'est la première fois depuis 6 ans ou 7 ans que les entreprises, si vous faites la somme de tous les profits réalisés aux États-Unis, on baisse de 12%. Alors oui, il y a beaucoup les producteurs de matières premières qui s'en ont pris une violente pendant l'année, mais les autres secteurs aussi sont en train de faiblir, les taux de marge sont en train de s'infléchir. Et on a regardé un chiffre qu'on évoque assez peu. Vous savez, quand on est une entreprise, on publie pour le public et on sort des chiffres qui sont les chiffres officiels, qui sont comparables avec les autres boîtes. Eh bien, l'écart aujourd'hui entre ce qu'on vous sert, c'est-à-dire ce qui est diffusé, ce qui sert de communication financière, et la réalité des chiffres publiés aux États-Unis, cet écart-là n'a jamais été aussi élevé depuis un temps extrêmement élevé. Les seules périodes auxquelles cet écart est aussi élevé, ça correspond à quoi? À une fin de cycle, donc, qui annonce en général une récession à venir. Donc, ces chiffres-là, en fait, nous font dire que il est probable que les États-Unis, après avoir tout fait, et l'ont bien fait d'ailleurs, fait preuve d'un pragmatisme incroyable, stratégie non coopérative au niveau international. Donc elles ont tout fait mieux que les autres et avant les autres, sauf que maintenant ça commence à devenir compliqué. Et donc ces chiffres-là qui sont la microéconomie, ce que vivent les boîtes, donc la piètre qualité actuelle des résultats des entreprises américaines, c'est ça, probablement, le signe précurseur d'une fin de cycle aux États-Unis, que des chiffres du chômage ou des ventes de détail peuvent éventuellement confirmer, n'est-ce pas? Alors, sur les chiffres, bon, vous savez que pour ceux qui regardent BFM, je m'amuse souvent avec les chiffres du chômage, donc c'est ma petite marotte, hein, ça m'amuse beaucoup. Et donc, les chiffres du chômage, c'est typique, mais vous n'avez pas que les chiffres du chômage, vous avez les chiffres de vente au détail, vous avez les chiffres de commande de biens durables, vous avez tous ces chiffres sont manipulés. Alors, les chiffres du chômage, c'est très simple, on a fait juste baisser le taux de participation de la population active. Si vous remettez ce taux de participation à un taux normal, qui n'avait aucune raison de baisser plus que ça, si vous remettez ce taux de participation, vous êtes avec les différentes abandons total de recherche d'emploi, etc., parce qu'il y a des gens qui abandonnent et qui sortent complètement de la comptabilisation de ces marchés, vous êtes plus proche de 18 que de 4,9. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein, ça fait 1 sur 5, à peu près, d'Américains qui ne travaillent pas. Vous avez aujourd'hui 94 millions d'Américains qui devraient travailler, qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est une réalité. Alors c'est une réalité qu'on peut en plus assez facilement corroborer parce que vous avez ce qu'on appelle les tickets alimentaires, hein, et vous avez un certain nombre de gens qui aujourd'hui ne mangent que grâce à ça. Donc on ne va pas me faire croire que ces gens-là travaillent et ont un boulot qui est très rémunérateur. Il y a une deuxième chose qui est assez amusante de regarder dans le détail
des chiffres sur l'emploi, c'est qui a été employé depuis 2008. C'est pas les gens de 25-55, c'est des gens de plus de 55 ans. Et qui ont été souvent employés à temps partiel. Donc quand vous regardez cette photo avec 94 millions d'Américains qui devraient travailler et qui ne travaillent pas, la majorité des emplois créés qui sont des emplois de gens qui ont plus de 55 ans, avec des emplois qui sont pour la plupart des emplois à basse rémunération, c'est-à-dire le barman, j'ai rien contre les barman, hein, s'il y en a ici, mais c'est pas le métier le plus rémunérateur qui soit dans le loisir, dans les restaurants, dans les... Bon. Et vous avez un certain nombre de gens qui ont été engagés là-dedans, mais à temps partiel et avec des salaires qui sont des salaires minables. Or, je vous rappelle tout de même un tout petit détail qui devrait inquiéter tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, 70%, soit entre les 2/3 et 70% du PIB, donc de la croissance, et la consommation dans les pays occidentaux, c'est la consommation. Donc si vous ne payez pas les gens, si vous avez des gens qui sont au chômage, vous n'allez pas me faire croire qu'ils consomment, et qu'ils consomment plus. Donc ça rejaillit sur les ventes au détail. Alors les ventes au détail, il y a un petit trucage qui est assez facile. Vous avez la même chose sur les commandes de biens durables d'ailleurs. C'est les chiffres qu'on vous donne entre les chiffres désaisonnalisés et les chiffres non désaisonnalisés. C'est assez amusant, parce qu'on n'a jamais eu autant d'écart. Jamais. Avant, vous aviez, c'est normal, on désaisonnalisait, c'est-à-dire que on savait très bien qu'au mois de janvier, vous faisiez moins de ventes qu'au mois de décembre avant les ventes de Noël. Et donc, on essayait de lisser les choses. Sauf que le lissage, c'est quoi? C'est une formule mathématique. On met quoi dans la formule mathématique? Ce qu'on veut. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de chiffres qui sortent, positifs. Et quand vous les retraitez, c'est-à-dire quand vous les regardez non désaisonnalisés, malheureusement, ils sont très négatifs. Alors moi, je veux bien qu'on me serve tout ce qu'on veut comme prétexte, qu'on me dise que ça va être régularisé après, etc. Mais c'est quand même assez amusant de voir tous les commentateurs qui nous expliquent que les ventes au détail, la consommation se tient bien. On nous a aussi servi que les dépenses des ménages dans l'immobilier augmentaient et que l'immobilier était reparti. Ça, on vous l'a vendu, on l'a commenté. Sur BFM, on avait des heures et des heures là-dessus. L'immobilier repart aux États-Unis, c'est génial, fabuleux. Oui, sauf que non. Sauf que, vous savez que les Américains sont les grands spécialistes, ils retraitent leurs chiffres sur les 3 ou 4 dernières années. Ils ont retraité. Alors c'est passé totalement inaperçu. Parce que, comme d'habitude, si vous voulez, on se fout complètement de ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, ça s'est pu passer, et donc ça n'a aucun intérêt. Sauf que les chiffres qui ont été retraités, comme par hasard, ils sont toujours retraités dans le même sens. C'est amusant, non? Statistiquement, c'est pas bien possible. Mais enfin bon, on fera l'impasse sur les statistiques. Ils sont toujours révisés à la baisse. Et là, on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu que la reprise qu'on nous avait vendue, elle n'était pas là. Et donc, mais motus et bouche cousue, hein, c'est pas grave. On va s'intéresser aux prochains chiffres qui seront sûrement très bons. Donc vous avez ça sur absolument tous les chiffres. Donc ne croyez pas systématiquement aux jolis chiffres qu'on vous vend et allez creuser pour voir un tout petit peu ce qu'il y a derrière. C'est bien de faire l'innocent et de regarder le 4-9 ébahi de bonheur, hein, en disant comment ils sont forts ces Américains, ils ont réussi à réduire le chômage. Non, c'est faux. C'est faux, ils ont eu des embauches, heureusement d'ailleurs, ils ont eu des embauches. On oublie à chaque fois qu'il y a 3 millions d'Américains en plus tous les ans. C'est pas rien quand même. Hein.
Et donc, c'est bien qu'il y ait 200 000 embauches dans le mois, c'est superbe, mais sauf qu'il faudrait qu'il y en ait 400 000. Et donc, on est loin, très très loin du compte. Donc, on vous a vendu, en fait, une reprise qui est... Alors, il y a eu une reprise. Évidemment, on n'a pas coulé à pic depuis 2008. Il y a eu une reprise. Mais une reprise qui est très faible, très 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 faible, par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'argent qui a été mis dans le système pour obtenir une minuscule reprise. Or, tous les chefs d'entreprise, s'il y en a ici, tous les chefs d'entreprise, si vous leur dites qu'ils sont obligés de mettre 10 de dette pour avoir 1 de chiffre d'affaires, ils ne vont pas le faire longtemps. Or, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis des lustres. Et vous ne croyez pas que c'est un système pérenne. Ça ne l'est pas. Alors, le sujet de l'immobilier est un sujet intéressant aux États-Unis. Alors déjà, il faut savoir quelle immobilière part. Est-ce que ce sont des apparts? Est-ce que ce sont des maisons? Bon, pas des maisons, des apparts, premièrement. Deuxièmement, alors les prix ont monté quand même si les chiffres sont retraités. Mais comment et pourquoi les prix ont remonté? Voilà. Parce qu'en réalité, ça c'est on récolte ce qu'on sème. Vous savez, les politiques monétaires des banques centrales, la première a été les États-Unis à mettre en place des politiques en fait d'impression, de création monétaire, qui ont provoqué ce qu'on appelle un effet d'éviction. Je prends 30 secondes parce qu'on n'a pas forcément assez de temps en fait dans les médias et ce soir on l'a pour vous expliquer ce qu'est l'effet d'éviction. Quand vous créez de la monnaie, le concept de la banque centrale, c'est qu'elle crée de la monnaie et avec cette monnaie, elle vient racheter en fait des actifs dans le marché. Elle rachète quoi, la banque centrale? Enfin, elle rachète un certain nombre de choses, mais on va résumer et caricaturer. Elle va racheter essentiellement des obligations d'État. Donc vous êtes la banque centrale américaine. Vous achetez quoi? Des obligations d'État. Donc concrètement, ça veut dire que vous asséchez en fait l'offre et la demande d'obligations d'État. Sauf que dans l'organisation en fait de l'épargne, en Europe ou aux États-Unis, normalement il y a des gens qui sont censés, pour générer de la performance et vous la rendre, sous forme d'assurance vie, de fonds de pension, ce que vous voulez, en général, ce qu'ils faisaient jusqu'à une époque récente, c'était acheter des obligations d'État. C'était leur business. Là, vous collectez de l'épargne, vous mettez de l'argent sur votre assurance vie. Qu'est-ce que fait le fonds euro? Il rachète globalement 50% d'obligations d'État, 30% d'obligations corporate et 20% d'autres choses. Mais concrètement, son business, son métier, c'est racheter des obligations d'État. Qu'est-ce qui se passe avec une politique du quantitative easing dans des grandes proportions? Concrètement, l'assureur à qui vous filez toujours 100 € par mois pour vous constituer la rente parce que les retraites publiques, en fait, on ne vous le versera pas ou on ne vous en laissera pas assez, et vous l'avez vite compris. Donc, à terme, vous continuez de verser, et il fait quoi, le fonds? Il fait quoi? Il rachète des obligations d'État? Sauf que globalement, quand ces obligations-là sont préemptées par la Banque centrale, il faut faire autre chose. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, c'est drôle. On vit dans une économie qui n'a jamais été aussi administrée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire tout est administré. C'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui décide du prix des obligations, c'est-à-dire du prix que doivent payer nos États pour s'endetter, et dépenser, du prix des actions, parce que globalement, quand la Banque centrale rachète ses obligations, elle pousse les autres investisseurs à acheter autre chose. Et autre chose, c'est simple, des obligations corporate, c'est-à-dire qu'on va prêter à des entreprises à des taux qui sont probablement trop bas par rapport à leur potentiel. C'est-à-dire qu'on pousse les entreprises, on les pousse au crime, concrètement, ou on leur pousse à faire des investissements qui ne vont pas être rentables et derrière, du coup, qui vont générer des pertes. Mais c'est pas grave, on achète la croissance tout de suite, quitte à en payer les pots cassés en fait après. On rachète quoi? Des actions. Les prix des actions, ça monte. C'est simple, depuis 3-4 ans, à partir du moment où la Banque centrale vous dit « j'achète », concrètement, vous achetez tout le reste. Vous pouvez acheter des obligations d'État, mais à un moment donné, les taux ne peuvent pas descendre sous zéro, et vous achetez des actions. Il faut se laisser porter. Quand le mec, il a la machine à imprimer les billets de banque dans la cave et qui dit « je vais m'en servir et je vais m'en servir à une proportion colossale », et avec ça administre les prix. Ça oriente tous les prix. Et donc, ça fait monter les indices jusqu'à un moment où vous n'y croyez plus, quand même. C'est-à-dire que même quand on vous donne de l'argent, vous n'avez pas envie, parce que là, vraiment, ça sent pas bon. Voilà. Et le dernier point, c'est quoi? C'est l'immobilier. Et aux États-Unis, effectivement, une grande proportion de la hausse de l'immobilier qu'on a constaté quand même depuis 2-3 ans, c'est quoi? Ce sont des investisseurs institutionnels. Des mecs qui rachètent des appartes et qui, en espérant les louer, du coup, vont bénéficier du rendement. Sauf qu'il n'y a pas de secret. Pas d'inflation salariale, pas trop de travail. Le vrai risque à terme, alors c'est attirant,
L'immobilier à court terme, c'est attirant. Oh, voilà, 5, 6, 7% de rendement. Quand les obligations d'État vous rémunèrent combien aux États-Unis? 2%. Chez nous, on a combien? Voilà, entre 0,5 et 1%. Il n'y a rien. Donc vous imaginez le rêve. Bon, ça, en général, quand vous promet beaucoup de performance dans un monde sans rendement, ça veut dire que concrètement, il y a un risque associé. Et donc, la vraie désillusion, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des rendements faciaux qui paraissent extrêmement élevés. Mais à terme, je vous interroge. Est-ce que, d'après vous, où est-ce que se trouve le risque dans ce type d'investissement? Dans votre capacité à payer les loyers. Globalement, c'est un marché de locataires. Le taux de propriété aux États-Unis s'effondre. Et globalement, vous redevenez, ou les Américains redeviennent locataires, tout comme nous redeviendrons locataires, mais pas très propriétaires. C'est pas grave. Et la vraie question de fond, c'est que quand vous achetez de l'immobilier pour son rendement, concrètement, ça veut dire votre capacité à payer le loyer. Voilà. Et donc, le vrai risque, il est là. Et donc, artificiellement, vous faites monter les prix. Ça peut effectivement générer en fait, des conséquences au moment où le cycle se retourne. Parce que malheureusement, tout ça est procyclique. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. Superbe le duo. Alors sachez aussi que vous n'avez pas les mêmes barrières que vous avez en France. En France, aucun propriétaire ne vous louera un appartement qui représente 50% de votre revenu, dont le loyer représente 50% de votre revenu. Aux États-Unis, vous pouvez louer un appartement avec une dépense qui représente 50 ou 60% de votre revenu. Donc, voilà. Or, ce qui est amusant, là aussi, c'est que cherchez dans le CPI, c'est-à-dire l'indice d'inflation, le prix des loyers. Vous ne les trouverez pas. Et donc, on vous annonce qu'il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. C'est vrai, il n'y a pas d'inflation salariale. Ça, pour le coup, elle n'est pas là. Mais en revanche, l'Américain, lui, il paye 50-60% de son revenu pour se payer un loyer. Et les loyers, ils augmentent. Et donc, ce que vous mettez dans votre loyer, croyez-moi, ce n'est pas la baisse du pétrole qui va compenser. Hein? Je vous rappelle que cette fameuse baisse du pétrole qui faisait partie au début, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ça a été un vrai bonheur pendant quelques semaines sur BFM, où on essayait de m'expliquer que ça rentrait dans l'alignement des planètes. Alors on l'a vu, l'alignement des planètes, et on le voit à la fois sur les résultats européens et sur les résultats américains. Pas de bol, on ne peut pas dire que l'alignement des planètes ait été très efficace. Et même pas sur les résultats européens, c'est ça qui est amusant, parce que les résultats européens, on aurait pu se dire, en Europe on est consommateur, donc de pétrole, donc et pas producteur, et donc finalement c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est vrai. Alors j'avais fait un petit calcul, je vais le refaire, ça vous épargne à peu près 200 € sur l'année, pour quelqu'un qui a une petite voiture et qui roule 15 000 km par an. Ça vous épargne 200 € sur l'année. C'est génial, 200 €, vous êtes riche. Hein? Sauf que ce que vous ne mettez pas dans votre réservoir, vous le mettez dans quoi? Alors, soit vous le conservez, vous l'épargnez, soit vous achetez une paire de baskets, chinoises de préférence parce que c'est quand même plus drôle, et donc ça ne rentre pas dans votre pile. Et donc on le cherche toujours, l'alignement des planètes. Hein? On le cherche toujours. Hein? Il y a eu aussi la baisse de l'euro. Ça allait être formidable, la baisse de l'euro. On allait vendre, extraordinaire. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est le même raisonnement qu'on peut avoir sur le Japon. Ils ont fait baisser leur monnaie aussi. Puis bien, hein, 60%. Hein, depuis les plus bas, où on était autour de 76 pour un dollar. Hein. Maintenant, on est à 120 pour $1. Hein. Donc, ça fait quand même une très jolie baisse. Hein. Et est-ce que ça a développé les exportations? Non. Est-ce que ça a rendu le coût de la vie pour les Japonais beaucoup plus cher? Oui, ça, beaucoup plus. Et puis, les pauvres, en plus, ils ne peuvent pas refaire de l'épargne puisqu'ils sont vieux. Pas de chance. Ils ne travaillent plus, donc ils ne peuvent pas se refaire d'épargne. Et vous avez un taux
de Japonais qui n'ont plus d'épargne financière qui a grimpé en flèche. On est aujourd'hui à plus de 40%. Bien. Plus du tout d'épargne financière. Ils font comment pour vivre? On ne sait pas. Parce que ce n'est pas les retraites au Japon qui vont leur payer, qui vont augmenter la consommation japonaise. Donc on est sur un modèle qui est un modèle ancien. Ça n'est pas en faisant baisser votre monnaie que vous allez relancer l'activité actuellement. Alors c'est vrai qu'en Europe, il y a quelques années, il y a 50 ans, il y a quelques années, quand vous produisiez tout en France et que vous vendiez à l'étranger, eh bien, et qu'il n'y avait pas l'euro à ce moment-là, eh bien, évidemment, quand vous aviez une monnaie faible, vous vendiez mieux. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, les ventes internes, c'est 70%, à peu près. D'accord? Donc, déjà, sur 70%, ça n'a aucun effet. Ensuite, sur les autres, pensez que ça fait des années qu'on vous dit que la mondialisation, c'est pas bien, que les entreprises s'expatrient ailleurs, etc. Mais si elles s'expatrient ailleurs, c'est pourquoi? Pour bénéficier de la devise qui est ailleurs, donc pas de l'euro. Donc, en fait, on s'aperçoit que beaucoup de sociétés aujourd'hui ne sont plus dans leur pays que des assembleurs. Ça veut dire que quand leur monnaie baisse, elles achètent leurs produits plus chers et elles les assemblent chez elles. Et donc ça n'a aucun intérêt. Alors vous avez un seul petit effet qui est un effet comptable. C'est vrai que quand vous rapatriez des résultats, si vous êtes assez idiot pour les rapatrier, parce que généralement l'herbe est plus verte ailleurs, vous payez moins d'impôts, donc vous n'avez aucune raison de les rapatrier, mais sur votre résultat consolidé, c'est une merveille. Vous avez gagné les 3-4% de plus parce que vous avez travaillé et bien travaillé en dollars et que vous avez rapatrié en euros. Mais dans les faits, vous n'avez pas gagné plus d'argent. Alors, c'est une bonne illustration. L'euro, en gros, qu'est-ce que c'est jouer une baisse de sa monnaie dans le monde actuel? C'est essayer de compenser la faiblesse interne par le dynamisme des autres. Manque de bol, c'était peut-être valable à un moment donné, mais vous êtes quand même rendu compte que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui tousse déjà depuis maintenant, en gros 2012-2013. 2014, les émergents ont commencé en 2013-2014. Donc en fait, c'est très malvenu, le timing est extrêmement mauvais. Concrètement, baisser sa monnaie pour exporter plus au moment où tout le monde s'arrête de consommer, n'oubliez pas, hein, tant qu'on n'aura pas confirmé que les Martiens peuvent importer nos produits, concrètement, quand vous exportez vers un pays, vers un autre pays de ce monde-là. Donc quand l'ensemble de la demande mondiale, je dirais tous, il n'est peut-être pas le moment, je dirais, de miser sur les exportations comme véritable moteur de sa croissance. Premier point. Deuxième point, baisse des matières premières. C'est un magnifique enchaînement. Qu'est-ce que ça veut dire, baisse de la matière première, en réalité? Et qui ne prend le pas sur le gain de pouvoir d'achat, comme l'évoquait Olivier. Ça veut dire, vous savez pourquoi, en fait, elles ont monté les matières premières? Parce que globalement, parce qu'il y avait beaucoup de croissance. Parce que notamment, en provenance des émergents, il y avait beaucoup de demandes, notamment de demandes de matières premières. Mais globalement, lorsque les prix des matières premières baissent, quel est le message derrière? C'est que globalement, on constate un ralentissement dans les pays émergents. Ceux-là même qui ont contribué à l'explosion, l'accélération de la croissance mondiale et au fait qu'elle reste à un niveau historiquement élevé pendant 10-15 ans, fait qu'aujourd'hui, là-bas, ça va mal. Allez en Russie, allez au Brésil, allez en Chine, et là, justement, c'est là où on peut reboucler sur les dessous des chiffres, et après, on vous donnera la parole. Vous aurez vu, on n'aura pas parlé d'Europe. Eh bien, je pense qu'en fait, on va leur laisser la parole et laisser la parole aux questions pour évoquer ce sujet-là. Et donc, j'aimerais bien que vous nous challengiez d'ailleurs sur les solutions, parce que là, on a posé des diagnostics et vous dit, ouh là là, le tunnel a l'air bien noir, où est la lumière? Donc, c'est vous qui nous poserez les questions, on verra si on est en mesure d'y répondre. Mais sur la Chine, ayez quand même en tête que globalement, les Chinois, depuis maintenant 5 à 6 ans, et c'est chaque communiqué et à chaque réunion, c'est la même chose, sont des remarquables communicants. Avec les Américains, globalement, sont les deux meilleurs. En Europe, on est relativement médiocre, d'ailleurs, sur ce plan. Bon, mais ça, c'est une stabilité, c'est stable depuis le temps. Mais globalement, qu'est-ce qu'ils vous servent? Ils vous servent depuis maintenant 10 ans le fait qu'ils sont conscients qu'il faut transformer le moteur de la croissance de l'extérieur vers l'intérieur, des investissements vers la consommation des ménages. Pour ça, il faut un marché. Qu'est-ce qu'il faut pour développer son marché intérieur? Concrètement, des salaires.
Globalement, la Chine, justement, tout ça est un vaste mensonge. Et les 6,9% de croissance qui sont d'ailleurs prévus avant même que le chiffre soit tombé. Hein, et d'ailleurs, vous faites la somme des PIB, de la richesse créée région par région, et vous faites une somme. Vous ne tomberez jamais, en fait, sur le chiffre national. C'est quand même magique. La statistique me dépasse, pour le coup. Mais concrètement, la problématique de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, c'est une économie qui a été subventionnée, je dirais, ou alimentée par le modèle allemand jusqu'en 2007-2008. Oui, eux ont réussi à jouir du dynamisme des autres et à utiliser les exportations comme un véritable relais de croissance qui a alimenté la croissance chinoise. Depuis 2008-2009, vous avez remarqué que la demande extérieure n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a fallu trouver autre chose, parce que jusqu'en 2012, concrètement, la Chine a continué de croître sur un rythme élevé. Ben, l'autre chose, c'est le modèle espagnol. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Le modèle espagnol, c'est quoi? C'est de la dette, je vous la donne, vous la consommez ou vous allez construire et investir, en fait, à travers l'argent qu'on vous a donné. C'est ce qui s'est passé en Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant 3 à 4 ans, on a construit de tout, dans des proportions absolument hallucinantes. On n'a jamais vu des capacités de production. En gros, il y a trop d'usines, il y a trop d'immeubles, il y a trop d'autoroutes, il y a trop de trains, il y a trop d'aéroports. Il n'y a pas trop d'aéroports par rapport aux 1,3 milliard de Chinois, même si là aussi on pourrait s'interroger sur le chiffre. Peu importe. Il n'y en a pas assez par rapport à eux, il n'y en a pas assez par rapport à leur solvabilité. Il y en a trop, par rapport à la solvabilité. En gros, les capacités de production, les infrastructures sont beaucoup trop importantes par rapport à la capacité des Chinois à les subventionner, à les consommer. Et ça, c'est ça le vrai challenge des gouvernants chinois. Et pour l'instant, vous connaissez en fait les seuls remèdes qu'ils apportent maintenant depuis 3-4 ans à cette situation. Ils en ont conscience pour le coup. Ils ne connaissent pas en fait le chemin. Globalement, toujours la même chose. Toujours de la dette, toujours des plans de relance, toujours de l'investissement. Et aujourd'hui, l'échec des gouvernants chinois, c'est de ne pas avoir réussi à augmenter le poids de la masse salariale dans la richesse créée en Chine. C'est très simple. Olivier disait tout à l'heure, dans nos économies, la consommation des ménages, ça représente à peu près 2/3 de la richesse créée. Vous savez pourquoi? Parce que la masse salariale dans nos économies, ça représente à peu près 2/3 de la richesse créée. Et aujourd'hui en Chine, la véritable problématique, c'est que la masse salariale, ça correspond, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont vendu qu'une chose de la masse salariale et des coûts de la main-d'œuvre peu chers, elle correspond à peu près à 40% de la richesse créée. Donc en face, il ne faut pas s'étonner. Les dépenses des ménages dans la richesse créée, bon, on les évalue à peu près entre 37, 38, 40% de la richesse créée. Donc c'est ça en fait le vrai facteur qu'il va falloir regarder. Et derrière la baisse des matières premières, il fallait surtout lire, plus que le gain pouvoir d'achat pour nous, essentiellement le ralentissement intrinsèque des Chinois. Alors vous allez me dire pourquoi ils n'augmentent pas les salaires? Ben, si vous êtes entrepreneur, on l'est tous plus ou moins. Ben, concrètement, pour augmenter mes salariés, il faut que j'en ai surtout que je suis auvergnat en plus, les moyens. Voilà, et donc pour ça, il faut avoir des marges. Et la réalité des entreprises chinoises, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a trop d'usines, il y a trop de concurrence, il y a trop de mecs qui font la même chose à côté de moi, ben concrètement, si j'augmente les salaires, vu que je n'ai pas la capacité à répercuter cette hausse du salaire dans mon prix de vente, ben je fais quoi? Parce que si je l'augmente, ben les gens m'achètent plus, ils vont acheter le voisin. Eh bien, soit je le subis, soit je n'augmente pas mon salaire, soit je le subis et mes marges diminuent jusqu'au moment où il ne devient plus intéressant de faire le business. Et donc concrètement, la manière dont on s'y prend pour passer du point A au point B, développer un marché intérieur chinois, c'est accepter une récession de grande ampleur qui supprime toutes les surcapacités qui ont été accumulées par le modèle espagnol depuis 5 ou 6 ans. Sauf que nous ne sommes pas dans un pays ou dans ce pays-là en démocratie, et que ça serait prendre un risque politique aujourd'hui que les gouvernements ne sont pas prêts à assumer. Rappelez-vous une chose, en Chine, il existe un deal implicite entre la population et le gouvernement. De la part du gouvernement, la promesse du gouvernement est « je vous assure suffisamment de croissance pour qu'un jour vous puissiez imaginer en profiter, contre quoi j'achète la paix sociale ». Si on accepte de passer vers cette case récession, il y a un risque politique important que la population remette en question la légitimité du parti. Et ça, pour l'instant, le pas n'a pas été franchi. On passe aux questions, peut-être, non? Ou un mot en plus? Questions. Voilà, on est à la bourre, c'est ça? Alors, questions. Vous avez peut-être des questions sur l'Europe, sur... Là, je sais pas. Allez-y, à vous, la parole. Les Chinois, ils ont l'air quand même de développer l'empire du milieu, s'expatrient. L'empire du milieu s'expatrie, ils vont plutôt en Afrique, ils vont plutôt dans d'autres pays, ils commencent à utiliser des ressources qui ne sont pas chez eux. Et donc économiquement, je me pose la question justement de... Effectivement, à l'intérieur, il y a quand même une dimension politique qui est assez forte en Chine. C'est-à-dire que, attendez, ils ont fait quand même des grands sauts. Du Moyen-Âge, ils sont passés à une révolution, puis après ils sont au communisme, puis après ils sont passés maintenant à un système plus impérialiste, etc.
Et puis là, maintenant, ils vont faire quand même un grand tour en Afrique et ils exploitent, etc. Alors, une partie des Chinois, pas tous les Chinois, mais il y a quand même une vision, enfin une attitude dans l'économie qui sort de leur territoire et qui s'expatrient et qui vont faire des choses ailleurs. Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que les Chinois, ils ont bien compris. Les Chinois, eux. Alors, premièrement, je ne vais pas te donner encore la conclusion, mais premièrement, quand tout le monde vous sert l'explosion ou l'émergence de la classe moyenne en Chine, bullshit, enfin pardon, voilà, c'est une tromperie à mon sens, puisqu'en réalité au cours des 15 dernières années, la classe qui a émergé n'est pas une classe moyenne, c'est une classe d'hyper riches. Alors ils sont 1,3 milliard, et quand vous êtes un pays de cette taille concrètement, quand vous mettez à gagner beaucoup d'argent, le nombre d'hyper riches devient extrêmement élevé. La preuve, qu'est-ce qu'on exporte en Chine? Qu'est-ce que nous exportons en Chine? La seule chose que nous exportons, du luxe. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens vous ont dit LVMH c'est plus cyclique. Non, puisque ça monte tout le temps. Non, en fait, on est sur un super cycle d'émergence en fait, d'une classe d'hyper riches, d'ailleurs qui n'est pas que chinoise, qui est aussi en provenance des pays de matières premières. Alors là, on va en reparler. On va en reparler dans les mois ou dans les trimestres à venir, parce que là, les tuyaux sont un peu asséchés. Et tout ça pour vous dire qu'une partie de la population chinoise a compris. Et c'est celle-ci qu'il faut écouter, plutôt que nous, d'ailleurs, observateurs lointains d'un pays qu'on comprend peu, et dont on dispose d'assez peu de chiffres fiables. Quel est-il? Alors les Chinois, il y a deux choses qu'il faut en premier. Premièrement, quand vous avez un enfant, ils sont relativement rares là-bas, vous vous débrouillez pour avoir une pseudo-double nationalité. Le message est fort quand même. Première chose que vous faites, c'est essayer de trouver une pseudo-nationalité au cas où, voilà, notamment dans cette classe d'hyper riches. Et la deuxième chose en ce moment, qui a débuté maintenant depuis 1 an et demi, jamais les capitaux, votre pognon. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'en fait, l'ensemble de la classe hyper riche est en train de sortir l'argent de Chine pour essayer de transformer en autre chose, tout sauf de la monnaie chinoise, tout sauf des actifs chinois, parce qu'eux-mêmes nous donnent ce message, eux-mêmes ne voient pas le chemin du point A que j'évoquais tout à l'heure au point B sans rupture. C'est cette rupture-là que les Chinois... Alors malheureusement, c'est autoréalisateur. Plus ils le font, plus ça met la Chine ou ça précipite la Chine au bord du précipice. Après, encore une fois, attention, dans des pays aussi autoritaires, entre guillemets, qui sont différents des nôtres, même si les conditions sont réunies pour une rupture, ils auront probablement les moyens de prolonger le système plus longtemps qu'on le pense. Mais donc, dans la notion d'exportation du modèle, c'est surtout leur argent qu'ils sont en train d'exporter, notamment par la classe hyper riche. Bonjour, merci. Alors, une question à vous poser aussi. Je voulais savoir, dans la mesure où maintenant chacun cherche à pouvoir donner un peu plus de pouvoir d'achat à la population dans son pays, que ce soit en France, que ce soit en Chine ou ailleurs, pourquoi n'est-il pas possible pour un État de diminuer la part des charges dans une entreprise avec une contrepartie obligatoire qui serait d'augmenter le salaire minimum afin que l'employeur paye au final le même montant, salaire plus charge, mais par contre retrouver son argent via la TVA, donc une consommation. Ils sont beaucoup plus drôles que nous quand même. Alors pourquoi pas? J'ai juste une question. D'après vous, à quoi ça sert nos charges? Ou les charges patronales? Patronales, à rémunérer. Alors aujourd'hui, les finances publiques, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Concrètement, c'est très en silo. Hein. Donc vous avez des charges qui viennent d'un endroit qui sont utilisées pour faire quelque chose. On peut tout à fait imaginer une fiscalité qui passe, une fiscalité de ponction sur les entreprises, vers une fiscalité, en gros, qui passe par la conséquence de la consommation des ménages à travers le pouvoir d'achat qu'on a distribué. Première chose à regarder, c'est est-ce que globalement, ce que vous rendez aux consommateurs est consommé et pas épargné. Donc ça, c'est la première chose à voir. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, quand vous passez par le salaire minimum, concrètement, les gens qui n'ont pas d'argent ont une forte proportion à consommer l'euro qu'on leur donne en plus. Donc vous êtes à peu près sûr de le retrouver dans le système. Mais la vraie problématique, c'est une problématique de silos. Nous vivons dans un monde de silos. Je suis sûr d'ailleurs dans votre métier, vous ne savez pas ce que fait votre camarade dans l'autre service ou l'autre fonction. C'est pareil dans les finances publiques. Quand vous parlez de charges patronales ou charges salariales, concrètement, ce n'est pas si simple. Ça veut dire quoi pour faire ça concrètement? Se passer de charges à de la TVA. Ça veut dire qu'il faut remettre en question ce qui aujourd'hui est financé à travers la collecte de charges. Et ça, c'est compliqué. Ça demande quoi? Ça demande du courage, bravo, ils sont géniaux. Du courage, oui, du courage de dire qu'un certain nombre, aujourd'hui, l'environnement ayant changé, nous ne sommes pas en crise. Et ça, je pense, c'est un mot qu'il faut absolument bannir. La notion de crise, ça veut dire qu'une fois qu'elle est partie, l'état final redevient l'état initial. En tout cas, je suis convaincu du contraire.
L'état final, auquel nous ne sommes pas encore arrivés, ne ressemblera pas à l'état initial. Et dans ces conditions, nous n'avons plus... En tout cas, nous disposerons de moyens différents, et du coup, pour faire des choses différentes. Et la problématique, c'est qu'on est dans une zone de tension actuelle qu'on sent bien. Vous avez des insiders qui sont déjà en place, ça peut être des systèmes entiers qui sont déjà en place, qui voient bien cette transition, mais qui feront tout pour essayer de la reculer le plus possible, parce que quand on veut laisser la place à des outsiders, c'est toujours, surtout quand la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, c'est pas déclinisme, mais même si elle est stagnée, quand on veut laisser la place à des nouveaux entrants, ça veut dire quoi? Ben, qu'on en a pris à des entrants qui étaient là, à des acteurs historiques, à des partis pris et des parties prenantes historiques. Et ça, concrètement, ça crée ce schisme-là. Et pour l'instant, nous restons dans des sociétés dans lesquelles les insiders gardent le pas, en fait, sur les outsiders. Ça durera le temps que ça durera, le temps que vous l'accepterez, le temps qu'on vous donnera des chiffres, en fait, à manger qui seront susceptibles de vous calmer. Mais à un moment donné, il est sûr, et surtout en France, où historiquement, on est quand même fan de rupture, hein, on n'est pas très réformiste, hein. Faire la place aux outsiders, on a un peu de mal. En général, on va au bout du système, on pète dans le mur et après on recrée un système. Et on recrée un modèle. D'ailleurs, soit dit en passant, le modèle qu'on recréera après le mur sera probablement plus efficace que le modèle allemand. Puisqu'au moins, on aura fait table rase du passé, on reconstruira au regard de nos moyens, de nos potentiels et de nos objectifs. Vous voyez, mais concrètement, là, tout ça nécessiterait beaucoup de courage et une remise à plat de nos modèles. À travers la réforme de la fiscalité, c'est une remise à plat de ce qu'on en fait, donc, qui va interroger. Et juste un aparté sur la notion de salaire minimum. Oui, à la condition que ça ne soit pas pour tout le monde. S'il vous plaît, ici, là aussi, on a encore des chefs d'entreprise. Nous vivons et nous travaillons dans des secteurs qui sont différents, et donc qui ont des besoins différents. J'évoquais avec un des patrons du MEDEF, et je leur disais, mais bon sang, supprimez le MEDEF. Franchement, une organisation qui représente toutes les entreprises, c'est une hérésie. En réalité, en fait, nous avons des problématiques qui sont propres à nos secteurs d'activité. Dans mon business, j'ai pas besoin de salaire minimum. Il pourrait être beaucoup plus élevé. Dans d'autres, on a probablement besoin de salaire minimum un peu en dessous. Pourquoi je dis un peu en dessous? Je vais juste faire... Donc, on va créer du débouché, on va vous donner un petit peu une petite lueur d'espoir. Qu'est-ce qui change chez nous? Notre âge, nous vieillissons. Bonne nouvelle. Donc les seniors vont être de plus en plus nombreux. Avec l'émergence de cette classe de seniors, des besoins en service, en biens, mais surtout en service, vont évoluer, vont arriver. Seulement, la question de fond par rapport à ça, quand vous êtes une boîte, quand est-ce que vous créez votre boîte? Comme quand est-ce que vous levez de la dette? Quand vous avez un espoir de retour sur investissement. La question de fond, c'est est-ce que les seniors de demain qui vont avoir des besoins, notamment en service qu'on pourrait adresser, à la condition qu'on soit en capacité dans notre territoire de proposer un service qui corresponde au pouvoir d'achat du senior. Alors soit vous donnez plus aux seniors, ça sera compliqué, on va plutôt à l'inverse, soit vous créez les conditions pour ces secteurs bien spécifiques, et ça passera probablement par un salaire minimum plus faible qui pourrait être moins chargé d'ailleurs. Hein. Plus faible ne veut pas forcément dire payer moins, ça veut dire au moins moins chargé, qui permettrait de disposer simplement d'un coût de production du service qui soit plus faible que la possibilité de le vendre, parce que sinon il n'y aura pas de business. Et donc, nous choisirons dans ces cas-là 11% de chômage plutôt que 6%, parce qu'il est possible d'avoir 6% de chômage. D'autres questions? Après, on passe la parole, 1 ou 0? Après. Désolé, on veut pas... En général, la frustration, c'est bien comme ça, on va avoir plus d'adhérents tout à l'heure, pour en savoir plus. Merci, et à vous.